Alors, Madame la Ministre, chère Catherine, merci pour ta présence. Merci d'avoir consacré au Bureau national ainsi que les présidents du monde départemental qui étaient présents ce matin près d'une heure et demie d'échange, je crois constructif, franc, avec des réponses de ta part précises, mais j'en attendais pas moins, parce que je dis souvent que tu es une ministre des Solidarités, entre autres, ton portefeuille est plus large, qui a une vision à 360 degrés. Et pour nous, ça nous parle des élus locaux. Tu as été toi-même, tu l'es toujours d'ailleurs, élu local. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidentes d'associations, mesdames et messieurs les présidents d'unions départementales des CCAS et CIS, madame la présidente honoraire, chère Joëlle Martineau, mesdames et messieurs les membres du Bureau national, du Conseil national, du Conseil d'administration du l'UNCAS. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil national, du Conseil d'administration et du Bureau national de l'UNCAS, une belle et heureuse année 2025, pleine d'engagement au service de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Je veux tout d'abord rendre un hommage appuyé à nos CCS et à nos CIS de l'Hexagone et des Outre-mer, et à travers eux, nos 126 000 agents territoriaux qui font vivre le service public au quotidien. Ils sont les garants de ce service public de proximité par excellence, accessible et incarné, dont nos concitoyens attendent aujourd'hui beaucoup. Par son rôle d'observation de la demande sociale, de coordination au plan local, mais aussi par sa gouvernance transpartisane qui en fait un lieu unique de rencontre entre les élus et les acteurs associatifs, l'UNCAS est un acteur incontournable des solidarités de notre pays. L'année 2024 a été riche de moments forts, comme notre congrès au Havre, chère Florence, qui était là ce matin, voilà, ou notre récent Conseil national sur le logement à Montpellier. J'ai également, avec l'équipe du Bureau national, multiplié les rencontres sur le terrain au travers de ce que j'appelle maintenant mon Tour de France, une trentaine de déplacements où chaque territoire, qu'il soit métropolitain, urbain, périurbain, rural, ultramarin, prend sa part, innove, travaille, se retrousse les manches pour donner à chacun les moyens d'une vie digne, mais où le constat de l'avancée de la grande précarité est indéniable. J'y reviendrai. Mais comment parler de 2024 sans évoquer tout d'abord le drame qui a touché le département français de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido. Je sais que le gouvernement a lancé beaucoup de chantiers pour la reconstruction de l'île. Le Parlement a voté la loi d'urgence et un autre texte législatif intitulé Mayotte debout est en phase de discussion. Mais ne nous leurrons pas, c'est un travail de plusieurs années qui s'annonce. Il faudra que l'État soit au rendez-vous pour déployer de manière pérenne des moyens humains, financiers, logistiques importants. L'UNCAS qui a fait depuis 2020 des Outre-mer sa priorité au travers notamment de plusieurs déplacements en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, et a été au rendez-vous du soutien à Mayotte et continuera de l'être. Et nous avons fait des territoires ultramarins notre priorité avant d'entendre parler de la vie chère en Martinique, avant ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, avant Mayotte. C'était pour nous une nécessité et je crois qu'on avait raison. Nous avons, dès le 14 décembre, lancé un appel fort à la mobilisation et le 16 décembre, nous avons, avec d'autres associations comme l'Association des maires de France, et je salue David Lisnard, organisé un premier comité technique pour appeler aux dons par l'intermédiaire de la protection sociale, de la Fondation de France et de la Croix-Rouge, entre autres. Je suis très fier de voir que cet appel a été entendu puisque déjà plus de 3 millions d'euros ont été collectés pour venir en aide à la population mahoraise. Sous l'impulsion d'Erika Barèche, première vice-présidente de l'UNCAS, chargée des Outre-mer, une plateforme Urgence Mayotte a été créée regroupant les CCAS volontaires de La Réunion et ceux de Mayotte afin de répondre aux besoins prioritaires, eau, électricité, denrées non périssables et bâches de protection. Nous avons, s'il y avait un petit peu d'eau, je suis preneur. Nous avons échangé avec les élus mahorais par visioconférence le 23 décembre, puis le 22 janvier avec les directeurs des CCAS de l'île afin de continuer à tisser le lien de la solidarité et du travail commun. Je veux saluer le président de l'Union départementale des CCAS de Mayotte, Saïd Salim, qui est présent dans cette salle. Saïd, tu es au premier rang et qu'on peut applaudir. Merci. Saïd qui est avec tous les élus et les bénévoles associatifs mahorais, pleinement mobilisés pour aider la population lourdement impactée. Je veux également remercier Francesca Félix, présidente de l'Union territoriale des CCAS de Guyane, qui a accepté que nous repoussions d'1 an
notre voyage prévu à l'automne prochain pour concentrer nos efforts sur la situation à Mayotte cette année. Nous continuerons en 2025 à être aux côtés de ces territoires aux spécificités propres qui doivent bénéficier d'un soutien particulier de l'État. Et j'ai indiqué au nouveau ministre d'État, Manuel Valls, que je me tenais à sa disposition pour échanger sur le sujet et pour que l'UNCAS soit partie prenante de la future loi. L'UNCAS suivra ainsi attentivement les propositions des lois déposées sur la vie chère, l'encadrement des loyers ou la création d'une agence des politiques publiques dans les Outre-mer que porte le président Patrick Kanner au Sénat et dont nous avons participé à l'élaboration comme annoncé lors de notre congrès de mars 2024 au Havre. Ces actions de plaidoyer, nous les assumons car nous souhaitons aider les décideurs publics dans leur prise de décision. Ainsi, l'an dernier, nous avons alerté dans le cadre du projet de loi Logement abordable sur le risque à soutenir le logement intermédiaire au détriment du logement social. Nous avons également interpellé le gouvernement par courrier en février sur la cohésion sociale et en septembre pour faire de la solidarité une grande cause nationale. Dans cette année 2024, l'UNCAS a renforcé ses partenariats en signant ou en renouvelant ses conventions avec la CNSA, la Caisse des dépôts, la Banque de France, la Fondation Bruno. Je ne peux toutes les citer puisqu'il y en a une vingtaine. Et notre réseau s'est étendu avec la création de 2 nouvelles unions départementales dans l'Aude et en Charente, portant à 78 les départements que nous couvrons désormais. Il y a encore de la marge de progression, mais on avance. Tous ces éléments et bien plus encore, vous pourrez les retrouver dans le bilan de mi-mandat que vous avez pu consulter en vous installant et qui est un document de qualité présentant notre action depuis 2020. Il retrace nos 5 grandes priorités, l'action du réseau, le Tour de France, les travaux de nos vice-présidents et nos instances, tout cela au service d'une cause partagée, affirmer la primauté de la question sociale dans notre pays. Je veux d'ailleurs une nouvelle fois sincèrement remercier le pôle communication autour de Michael Samès et son équipe, ainsi que les membres de la délégation générale pour ce beau travail. Rassurez-vous, mais je suis sûr que vous n'êtes pas inquiets, on ne va pas pour autant se reposer en 2025. Les chantiers sont nombreux car la situation de nos compatriotes ne s'améliore pas vraiment. Les chiffres de l'INSEE le confirment, notre pays compte plus de 5 millions de pauvres, soit 8,1% de la population, ce qui fait dire à l'Observatoire des inégalités, dans son rapport de fin 2024, que la pauvreté gagne du terrain en France. Et ce n'est pas devant le président Noam Landry que je vais dire le contraire. 2 décennies de montée de la pauvreté et de la stagnation des bas revenus pèsent lourd sur le quotidien et l'avenir de nos compatriotes. Certes, notre modèle social a amorti les crises récentes, mais pour une partie de la population, les revenus du travail régressent et la baisse du chômage s'est enrayée. En 20 ans, le niveau de vie médian des plus précaires a quasi stagné puisqu'il est passé de 772 € en 2002 à 832 € en 2022. Paradoxe insupportable, dans une société qui produit des richesses chaque année plus nombreuses, les inégalités se creusent, la valeur produite est capturée par quelques-uns, tandis que la précarité gagne du terrain. Les exemples ne manquent malheureusement pas. Ici, des mamans, les familles monoparentales étant souvent portées par des femmes qui se demandent comment elles vont réussir à nourrir leurs enfants alors que le mois débute à peine et que le compte en banque est désespérément vide. Là, des personnes âgées, souvent les plus concernées par les logements en précarité énergétique, qui voient leurs factures d'électricité et de gaz s'envoler. Sans parler de ceux qui s'inquiètent du potentiel doublement des franchises médicales ou du reste à charge lors de leur visite chez le médecin, quand ils ont la chance d'en trouver un. Ce tableau, mesdames et messieurs, il n'est pas apocalyptique ou outrancier. Il est le reflet de la réalité. Il y a ici beaucoup d'élus locaux qui, par-delà leurs obédiences partisanes, partagent sans aucun doute mon inquiétude. Partout, le constat est le même. La précarité est en train de s'intensifier. Les Françaises et les Français ne sont d'ailleurs pas dupes de la réalité des choses. Seuls 12% d'entre eux estiment que l'État en fait trop pour les plus démunis, selon les données 2023 du ministère des Solidarités. Cette précarité, cette pauvreté sont l'affaire de tous et l'État doit assumer sa part du travail, je n'en doute pas. Pourtant, depuis 7 ans, nous n'avons eu droit qu'à une stigmatisation des bénéficiaires des minima sociaux, à la mise au travail forcé et gratuit des bénéficiaires du RSA, à la baisse des aides personnalisées du logement, à la radiation des chômeurs de longue durée de France Travail. Comme si leurs difficultés du quotidien ne suffisaient pas. On dit qu'il faut 7 générations pour sortir de la pauvreté. À ceux qui nous succéderont, en plus d'une dette écologique qu'ils ne pourront jamais rembourser à la planète, laisserons-nous cet héritage d'une France exsangue financièrement où les dispositifs de solidarité ont progressivement laissé la place au système D. On ne vaincra pas la pauvreté en s'attaquant aux pauvres. Puisque nous sommes dans une période de vœux,
J'en formule un devant vous ce matin et qui porte sur l'impérieuse nécessité de gouverner dans la durée des secteurs comme celui de l'action sociale, qui demande une écoute et une action sur le temps long. Les élus et les bénévoles de l'UNCAS et des partenaires représentés ce matin que je salue savent qu'une fois les compétitions électorales terminées, il faut savoir laisser son appartenance politique partisane au vestiaire pour travailler tous ensemble au service de nos concitoyens. Ce message que nous adressons au gouvernement est une main tendue pour travailler de concert. Nous allons formuler des propositions fortes dans le cadre notamment du nouvel examen budgétaire et nous nous tiendrons disponibles pour avancer ensemble, associations, collectivités et État. Pour cela, nous sommes nombreux à croire que seule une organisation décentralisée pourra construire des politiques protectrices au plus près des citoyens. J'ai eu l'occasion de faire part l'an dernier à Éric Woerth, missionné sur le sujet par le président de la République, de la nécessité de renforcer le couple maire-préfet et de réformer notre système de finances locales. La difficulté des communes à anticiper l'état de nos finances à moyen terme nous expose à un effet ciseau mettant en danger notre capacité d'investissement et donc le maintien des politiques publiques efficaces, notamment en matière de prévention de la pauvreté. Car je persiste à croire que cette prévention, c'est la clé, la solution qui doit nous permettre d'envisager une société plus juste à tous les niveaux. Il nous faut endiguer le déclassement qui touche la classe moyenne avant qu'une nouvelle vague de précarité ne conduise à une submersion de notre modèle social. En cela, il nous faut saluer les grandes politiques créatrices d'emplois menées par nos partenaires à l'échelle régionale, départementale, métropolitaine ou intercommunale. Nous attendons également beaucoup de la réforme du service public de l'emploi qui doit permettre de lutter contre la trappe à la pauvreté qu'est le chômage de longue durée. Mais je rappelle notre opposition à la réforme des allocations au chômage au détriment des plus de 55 ans. La prévention de la pauvreté passe aussi par des politiques tournées vers les plus jeunes, les plus âgés, les familles monoparentales, ceux qui sont déjà identifiés comme fragiles. Je disais à ce même pupitre il y a 2 ans les grandes attentes de l'Union nationale quant au pacte de solidarité. Je ne vous cacherai pas une certaine déception tant au niveau des pactes locaux que du suivi national, les soubresauts institutionnels du pays n'aidant pas à développer ce genre de politique publique sur le temps long. Évidemment, le préventif ne peut se passer du curatif. Et alors que la période hivernale bat son plein, le compte n'y est pas. Nous savons tous combien la question du sans-abrisme est importante. Nous avions alerté dans une tribune parue dans la presse à l'été 2023 et la nuit de la solidarité qui s'est déroulée il y a quelques jours nous a tristement rappelé l'urgence de la situation. Moi, je veux saluer les 4000 bénévoles, les 120 associations ainsi que les villes qui ont été les chevilles ouvrières de cette opération organisée conjointement par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la Pure et l'UNCAS désormais depuis 3 ans. Je veux remercier particulièrement Léa Filoche et Audrey Garino, VP de l'UNCAS et présidente de notre Conseil national, toutes deux adjointes à la solidarité auprès des maires de Paris et de Marseille. Et savoir que plus de 2000 enfants, sûrement bien davantage, car il ne s'agit ici que des chiffres du 115, dorment à la rue en France, me remplit d'émotion, mais aussi de colère lorsque l'on sait que notre pays est la 7e puissance économique du monde. J'en avais fait part dans une entrevue au délégué interministériel Jérôme Darcourt, qui avait contesté mes chiffres, des chiffres que je lui ai par la suite confirmés dans un courrier du 29 août dernier, resté jusqu'à aujourd'hui sans aucune réponse. Peut-être s'est-il senti gêné d'avoir ainsi méconnu un tel sujet. Là encore, donc, l'UNCAS avait tiré la sonnette d'alarme dès la fin 2022 dans une tribune publiée dans le JDD sans que de vraies mesures efficaces ne soient mises en œuvre. Lors des dernières lois de finances, nous avons dû batailler, beaucoup s'en souviennent ici, pour espérer maintenir l'offre d'hébergement d'urgence. Ce n'était pas acquis. Or, celui-ci reste insuffisant, nous le voyons dans nos villes, puisque maintenant ce sont les maires, donc ce n'est pas la compétence, qui ouvrent désormais des places d'hébergement, comme chez moi à Alfortville. Ce discours de vérité ne doit pas, chers collègues, chers partenaires, nous inciter à baisser les bras. Bien au contraire, cette réalité que nous vivons dans nos villes et nos villages nous oblige. Elle est indigne d'un pays comme le nôtre et nous incite à rester plus que jamais mobilisés. L'UNCAS continuera d'agir selon les 5 priorités que nous avons déterminées en 2020. Les 2 premières, je viens d'en parler, ce sont bien entendu la lutte contre la précarité et la grande pauvreté et le soutien à nos outre-mer, je n'y reviens pas. La 3e de nos priorités est la construction de la société du bien vieillir. On en a parlé tout à l'heure, chère Catherine, dans une époque où en 2030, un quart de la population sera âgée de plus de 60 ans. Je crois que je serai dedans aussi, moi. Avec Véronique Besse et Isabelle Madrid, qui sont nos représentantes sur cette question, nous utilisons les ressources de l'UNCAS reconnues sur les politiques sociales pour plaider en faveur des investissements nécessaires dans les territoires. J'espère ainsi que le nouveau gouvernement aura à cœur de s'atteler à rédiger enfin un projet de loi ambitieux sur le grand âge. La question du modèle économique de nos EHPAD, cher Martial, tu en parlais tout à l'heure, dont vous connaissez la situation financière très préoccupante, doit être un point central de cette réflexion.
L'UNCAS fait des propositions concrètes pour le PFSS, comme la création de 18 500 postes en EHPAD afin de suivre la trajectoire du rapport El Khomri de 2019, ou 19 000 postes pour les services à domicile, tel qu'inscrit dans le rapport 2021 de la Cour des comptes. Et je compte bien sur nos deux députés vice-présidentes, Véronique Besse et Sandrine Brunel, pour porter la voix de l'UNCAS dans ces débats nationaux. Par ailleurs, l'UNCAS prend à bras-le-corps la question de l'alimentation, et je salue au passage nos partenaires des banques alimentaires et des Restos du Cœur, évidemment. Il s'agit de la première aide facultative délivrée par nos CCAS, et le programme Mieux manger pour tous, lancé il y a 2 ans, s'il est bienvenu en cette période d'inflation, n'est pas une fin en soi, nos adhérents le savent bien. Enfin, l'UNCAS travaille activement sur la question de l'habitat et du logement, et nous avons tenu notre dernier conseil à l'automne à Montpellier sur cette question. Avec Isabelle Le Callennec, vice-présidente au logement de l'UNCAS et désormais eurodéputée, ancienne maire de Vitré, nous portons la voix des maires sur cette question, alors qu'une décentralisation de cette compétence semble à l'ordre du jour. Vous le voyez, les sujets ne manquent pas pour l'UNCAS en cette nouvelle année. Nous sommes, avec l'équipe de la délégation générale menée par Éric Signarbieux, plus que jamais au travail. Notre réseau va continuer à s'étendre et à proposer de nouveaux outils pour les CCAS de France. J'en veux pour preuve le nouvel espace web pour nos unions départementales, les nombreuses formations proposées ou le soutien juridique apporté. L'UNCAS a vocation à servir de point de repère pour nos adhérents dans des temps difficiles où l'urgence sociale est au cœur de toutes les interrogations et inquiétudes. C'est d'ailleurs cette idée qui a inspiré le thème de notre congrès national « Urgence sociale, tenir jusqu'à quand ?» Nous nous réunirons à Savoie Expo du 26 au 28 mars prochain, où le maire de Chambéry, mon ami Thierry Repentin, nous accueillera, et où nous serons ravis de vous retrouver en présence d'invités tels que le président du CESE, avec lequel tu travailles beaucoup, Catherine, Thierry Baudet, des ministres, j'espère Madame la ministre, nous avons invité, mais j'ai vu que ton cabinet a dit c'est Alain Jadot, donc c'est dit. Évidemment, avec l'ensemble des parlementaires, présidents de collectivités territoriales et experts de l'action sociale. Ce sera, je crois, un beau moment d'échange et de travail autour de problématiques contemporaines comme la continuité du service public, la transition écologique ou l'accès aux droits pour nos concitoyens. Et en 2026, nous aurons l'occasion de fêter les 100 ans de notre association. Je vous en dirai plus à un autre moment. Chers amis, à cette heure-ci, il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Vous l'avez compris, l'UNCAS, ses élus, nous sommes la deuxième plus vieille association de maires, après l'AMF qui a été créée en 1907, nous en 1926. Nous voulons être, dans le cadre du Parlement du no-cumul, les lobbyistes du Parlement, mais avec des propositions concrètes et utiles sur du savoir-faire et du vrai reporting. Il y a des expérimentations qui méritent peut-être de devenir des thèmes nationaux. L'UNCAS continuera à travailler de manière transpartisane, pas de politique aérée entre nous. Nous sommes tous des bénévoles au service de nos concitoyennes et nos concitoyens. Bonne et heureuse année 2025 et Madame la Ministre, merci d'être présente. Je te passe la parole. Bien, Monsieur le Président, cher Luc, quel plaisir de se retrouver ce matin. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur le Président de la MMT en le remerciant de son accueil, saluer Mesdames les parlementaires, saluer les nombreux maires, présidents de PCI qui sont là ce matin, les présidents d'associations, présidents d'unions départementales et à travers tous ces présidents d'union départementale et de toi, cher Luc, président national, c'est évidemment les 126 000 agents territoriaux que je voudrais remercier évidemment, mesdames et messieurs, les membres du bureau national et évidemment le conseil d'administration. J'étais très heureuse de pouvoir passer un moment ce matin avec les membres du bureau et dire à tous les partenaires que, évidemment, je suis très sensible à leur accompagnement sur le travail qui est mené par l'UNCAS. Alors d'abord, évidemment, mes premiers mots, c'est pour vous remercier de m'accueillir et je vais commencer par là où tu as fini, cher Luc, en vous présentant mes vœux les meilleurs et vous imaginez qu'en bonne champenoise que je suis, je vais vous souhaiter l'année la plus pétillante possible pour chacune de vos activités et pour évidemment celles et ceux que vous aimez. Alors, bien sûr, si je devais
formuler devant vous des vœux pour la France, je vous dirais que notre pays a un ardent besoin d'avoir un projet de loi de finances et un projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que nous sommes quand même dans une situation particulièrement inédite. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier et le pays fonctionne dans un contexte un peu bizarre qui s'appelle le service minimum. Vous savez, les plus anciens se rappellent de la télé quand on nous disait il y a service minimum. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec une loi dite service voté. C'est-à-dire que nous ne pouvons repartir que sur ce qui a été voté sur l'exercice 24. Ce qui veut dire que, par exemple, il n'y a pas de possibilité d'expérimentation nouvelle. Enfin, c'est quand même assez bloquant comme façon de travailler. Vous le savez, depuis hier, les députés examinent en commission des affaires sociales le projet de loi de financement de la sécurité sociale et il y aura une commission mixte paritaire en fin de semaine sur le projet de loi de finances. Alors pour autant, moi je suis devant vous comme membre du gouvernement, mais j'oserais dire surtout comme élu local, tu l'as rappelé, élu local, j'ose dire, formé finalement par cette expérience de terrain. Évidemment, mon CCAS à Reims, présidé par mon ami Franck Noël, et je mesure combien, en fait, le CCAS est un acteur majeur de chacun de nos territoires. Finalement, le service de proximité dédié à la solidarité. Et je partage évidemment l'analyse de votre président sur le fait que les CCAS sont bien sûr des lieux de rencontre entre élus, entre acteurs associatifs, mais aussi lieu de recours de bon nombre de nos concitoyens. En général, sur le territoire, le premier visage de la République, c'est le maire. Et une fois qu'on est allé voir le maire à qui on a fait part de ses problèmes, bien souvent, c'est au CCAS qu'on a les premières réponses. Et je mesure combien l'UNCAS est un excellent représentant avec les 9600 communes qui sont membres de cette union nationale. C'est finalement les 3/4 de la population française qui bénéficient de l'approche de l'UNCAS. C'est dire si vous êtes les bras armés des politiques de solidarité sur notre territoire. Et j'ai là encore une approche partagée avec Luc parce que, comme toi, je crois à la différenciation, à la spécificité des territoires. En d'autres termes, et c'est ce qui m'importe dans la représentativité de l'UNCAS, c'est qu'il s'agisse finalement de territoires métropolitains, d'urbains, de périurbains, de rural, d'insulaire ou d'ultramarin. Vous êtes sur l'ensemble des territoires et vous êtes conscient qu'effectivement, les réponses doivent être adaptées et en cela, vous êtes quelque part un véritable laboratoire. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à la capacité de tester, d'analyser et, par contre, d'être en capacité d'échanger sur les retours d'expérience et de se consacrer à la manière dont nous avons capacité à ce que des expérimentations qui fonctionnent puissent ensuite être portées dans le droit commun et permettre que les uns et les autres puissent en bénéficier. Et c'est pour ça que c'est vraiment avec à la fois humilité, respect et intérêt que j'étais heureuse d'échanger avec vous ce matin pour écouter le vécu qui est le vôtre et pour regarder à partir des préoccupations qui sont les vôtres, la manière dont dans l'échange, nous pouvons travailler. Et évidemment, vous avez commencé par évoquer l'année 24. Et l'année 24, pour chacune et chacun d'entre nous, si nous devons la résumer, nous disons tous que ça a été pour nous le drame de cette fin d'année, avec évidemment le cyclone Chido et ses conséquences sur le territoire de Mayotte. Et je disais tout à l'heure que les conséquences sur le territoire, je les mesure d'autant plus que j'avais eu l'occasion, comme présidente de l'Agence nationale de rénovation urbaine, d'aller à Mayotte et de mesurer combien dans ce département qui cultive cette fierté d'appartenance à la nation, nous avons acheminé ensemble parce que oui, effectivement, on va le dire, les standards ne sont pas ceux de l'Hexagone et qu'il y a évidemment une spécificité, mais qu'il y a des attentes légitimes et que ces attentes légitimes, nous devons être en capacité de construire ensemble les réponses les plus adaptées. Et je voudrais vraiment souligner l'engagement de chacun depuis le cyclone. Parce qu'effectivement, ce qui est très important, ça a été de voir combien localement les Mahorais ont été évidemment particulièrement mobilisés, combien localement les associations se sont mobilisées, combien l'UNCAS s'est engagé, combien évidemment le gouvernement, au départ à travers les cellules interministérielles de crise, puis avec les renforts qui ont été acheminés. Et je voudrais
Tu parlais d'Erika Barèche. Moi, je voudrais souligner le rôle absolument majeur porté par le territoire de La Réunion. La Réunion est encore aujourd'hui la base de repli de manière tout à fait importante. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment une proximité. Il ne faut jamais oublier, et je parle évidemment sous le contrôle de Salim Saïd, on est à 11 000 km de Paris. Les choses ne sont pas si simples. Le décalage horaire est peu important, mais pour autant, c'est loin. Et quand on parle d'acheminer, il a déjà fallu qu'on puisse se servir de l'aéroport. On sait parfaitement que quand on envoie des bâtiments, la marine, ça ne va pas forcément très très vite. Donc tout ça, le temps était clairement dans cette situation un enjeu que nous devions prendre en compte. Et vraiment, moi je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés, évidemment tous les associatifs dans la diversité de leur action. Mais je pense aussi à tous les agents de l'État. Vous n'imaginez pas le nombre d'agents qui ont répondu à l'appel et qui sont partis faire des périodes de 15 jours, de 3 semaines, d'un mois pour aller relayer des collègues et pour aller évidemment participer à l'accompagnement qui était nécessaire. Et donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la logique qui est encore la logique de la réparation dans l'urgence. Je fais attention aux mots, cher Salim. Réparation dans l'urgence. Et après cette réparation dans l'urgence, nous aurons à reconstruire et nous aurons, je vais le dire dans mes mots, à transformer la gifle en caresse. En d'autres termes, après ce drame, saisissons quelque part cette reconstruction pour apporter une amélioration à la qualité de vie des Mahorais. C'est un élément tout à fait important et nous devons y travailler. Alors, sans transition, hier après-midi, je travaillais avec Anne Rubinstein, notre déléguée interministérielle sur la cohésion sociale. Et je connais évidemment l'engagement de l'UNCAS sur le sujet. Et je vous rassure, elle a parfaitement compris les chiffres de l'INSEE et elle est parfaitement claire sur le fait que malheureusement, la pauvreté gagne du terrain dans notre pays et que quelque part, il faut que nous ayons le courage de nous le dire, notre modèle social basé sur la solidarité intergénérationnelle financé par le travail est aujourd'hui potentiellement en danger. Plusieurs éléments nous interpellent. L'évolution de la démographie, l'évolution de la situation économique du pays. Nous ne produisons clairement plus assez. Le tassement de la grille des salaires qui génère une inquiétude chez bon nombre de nos concitoyens. La situation pudiquement appelée des familles monoparentales. Nous savons tous ici dans cette vie que dans l'immense majorité des cas, c'est la situation de femmes seules avec enfants qui doivent articuler vie de maman, vie professionnelle. Et nous savons aussi combien la situation de certains de nos concitoyens âgés est également particulièrement compliquée. Elle est compliquée au plan financier, elle est aussi très compliquée par leur isolement. Et c'est dire si toutes les initiatives qui ont pu être prises par le bloc communal, par l'UNCAS, permettent de mettre en place des bouquets de solutions. Et je voudrais souligner des expérimentations qui ont été faites l'année dernière. Je pense par exemple l'expérimentation sur le financement de l'activité domiciliaire de 49 CCAS l'année dernière. Nous allons poursuivre parce qu'il me semble que nous avons là des solutions efficaces et intéressantes. J'ai bien entendu évidemment l'attente de l'UNCAS quand on parle du pacte des solidarités. Et moi, je vous propose une chose très concrète, je l'ai demandé à Anne Rubinstein hier, que nous mesurions ce qui a été fait. En d'autres termes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne? J'ai fixé une date, je lui ai demandé de me faire un point pour le 30 mars. Et ce que je vous propose, c'est que le 30 mars, je regarde la date de votre, c'est pile poil au moment de votre congrès. Et ce que je souhaite, c'est qu'on se voit immédiatement pour partager le bilan, parce qu'un bilan n'est bon que dès lors qu'il est partagé, et qu'une fois qu'on aura partagé ce bilan, nous puissions ensemble en tirer les conséquences, parce que je crois que c'est comme ça que nous pouvons avancer. Je précise pour autant que les crédits du pacte des solidarités seront en hausse, notamment dans le cadre du programme Mieux manger pour tous, mais dans tous les cas, je crois que c'est important. Rien n'est jamais figé, c'est dans la souplesse qu'on est plus efficace. Je voulais également dire un mot sur la réforme de France Travail
et du RSA. Et là, on a peut-être petite divergence de vue, cher Luc, mais c'est normal, et on est là pour se dire les choses. Quand je suis arrivée il y a 1 an, puisque vous savez que j'ai eu l'honneur de passer du 11 janvier, les dates deviennent importantes, au 9 juin, peu de temps dans ce ministère, j'ai découvert ce dispositif qui était un dispositif test de 18 départements. Nous avons à l'époque, avec Gabriel Attal, décidé de le porter à 49 départements expérimentateurs. 70 000 personnes ont bénéficié d'un accompagnement renforcé. 12 mois après, 54% des bénéficiaires ont accédé à un emploi, 27% à un emploi direct, 42% ne sont plus au RSA et 90% des bénéficiaires se disent satisfaits. Nous sommes dans le cadre d'un contrat réciproque, sur la base d'un entretien entre le demandeur d'emploi et son référent accompagnement. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que nous ne sommes pas que dans la notion d'emploi. La première chose qui est regardée, c'est la situation personnelle et donc quels sont les freins qui empêchent de recourir à l'emploi. Ça peut être un logement, ça peut être du transport, ça peut être un enfant. Il y a de nombreux freins. Et ça, pour moi, c'est un élément majeur, que d'abord s'attaquer aux freins pour ensuite libérer à la fois l'esprit et la capacité à aller vers l'emploi. Et donc l'idée, c'est d'élaborer un plan d'action avec effectivement un principe de 15 heures d'activité, mais l'intérêt, c'est aussi que ce principe des heures d'activité, ça permet d'aller dans un secteur et donc de tester si effectivement le secteur est bien celui vers lequel on a envie d'aller. C'est donc à la fois une écoute, c'est du respect, c'est un pas vers l'autonomie. Parce que quelque part, comment pouvons-nous mieux accompagner un bénéficiaire du RSA que de le ramener vers l'autonomie? Personne ne se lève le matin en rêvant de vivre au RSA. L'idée, c'est au contraire d'accompagner pour regarder comment on peut aller plus loin, en ayant d'ailleurs les dispositifs qui font bien. Si je prends le cas des femmes, les crèches à VIP ont bien pour objectif, elles portent bien leur nom, à vocation d'insertion professionnelle. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir capacité à amener ces femmes vers l'insertion. Encore faut-il pour ce faire qu'elles aient une solution de garde d'enfants. Et j'ai même vu, pour tout vous dire, à Parthenay, chez Philippe Mouillet, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, le cas d'une maman isolée, seule avec un enfant. Son premier problème, c'était de régler le sommeil de son bébé qui pleurait la nuit. Toute seule, elle était totalement perdue. Dans un premier temps, elle a été accompagnée pour son bébé. Le bébé était un nourrisson. Dans un deuxième temps, elle a pu, ayant l'esprit plus libre et voyant que son bébé grandissait de façon plus facile, commencer à réfléchir à ce qu'elle voulait faire. Vous me croyez, si vous voulez, elle suit une formation pour travailler dans une crèche. Bon, ben, en tout cas, là, on a une rencontre qui est une rencontre gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, la maman et son bébé ont trouvé comment mieux fonctionner et derrière, la maman s'engage dans un parcours. Eh bien, quelque part, moi, je crois que plus nous aurons cette capacité à avoir un complément entre les difficultés rencontrées par nos concitoyens pour ensuite cheminer vers l'emploi, cela nous permettra aussi de répondre à 2 sujets majeurs de notre pays, que sont d'un côté le taux d'emploi des jeunes et d'autre part le taux d'emploi des 55-60 ans. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes très engagés et je vous en remercie parce que, évidemment, c'est un enjeu majeur pour notre pays, c'est celui du vieillissement de la France. Très concrètement, je voudrais d'ailleurs remercier le livre blanc qui est une base précieuse de réflexion et dans le PLFSS pour 2025, l'objectif global de dépenses pour les personnes âgées progresse de plus de 6%. Notre objectif, c'est de faciliter le recrutement de professionnels, c'est de renforcer l'offre de répit des proches aidants et évidemment, un soutien particulier concernera les EHPAD publics territoriaux, l'objectif étant évidemment de travailler sur les revalorisations des indemnités pour le travail, des jours fériés, notamment des nuits, des dimanches, qui sont des éléments importants, mais aussi de soutenir la mobilité et le travail partenarial des aides à domicile, autre élément absolument indispensable pour répondre à l'attente de nos aînés qui, dans l'immense majorité, nous disent qu'ils souhaitent vieillir à domicile sans mesurer la nécessité que chacun des bassins d'emploi, des bassins de vie, soit totalement équipé, parce qu'on sait bien que cela nécessite tout un réseau plus facile à établir en urbain qu'en rural. Je crois qu'il faut
qu'on se le dise. Et c'est la raison pour laquelle je suis très attachée, d'une part, à l'attractivité, mais aussi à la connaissance de ces métiers. Lors de mon premier passage dans ce ministère, j'avais été à l'initiative de la campagne Prendre soin, et je souhaite qu'elle redémarre, parce que c'est à la fois un hommage pour celles et ceux qui sont engagés dans le secteur, mais c'est aussi une capacité d'essayer d'attirer des femmes et des hommes vers ces métiers. Depuis les berceaux de la crèche jusqu'au lit d'EHPAD, nous avons dans tous les domaines des lits qui ne sont pas ouverts aujourd'hui par manque de personnel. C'est dire si nous avons besoin de renforcer à la fois l'attractivité, mais la connaissance et la reconnaissance des métiers de l'humain. Et ce qui m'a frappé, je le partage avec vous, c'est le nombre de professionnels du soin me disant « nous voudrions une campagne comme celle de l'armée », toutes choses étant égales, évidemment, par ailleurs, mais vous en comprenez l'esprit dans la notion de métier du cœur, de métier d'engagement que sont ceux de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on puisse évidemment continuer sur ces sujets. Vous avez, Monsieur le Président, évoqué le sans-abrisme. Alors évidemment, je ne vais pas vous répondre, c'est pas chez moi, ça serait un peu facile, d'autant plus que cela a des conséquences, bien évidemment, sur la santé, sur l'enfance de nombre de nos enfants. Et donc, j'entends votre commentaire inacceptable sur les réactions que vous avez pu avoir quant aux chiffres que vous avez bien voulu mettre en avant et qui sont connus et reconnus de tous. Secondement, évidemment, c'est un sujet que nous avons à prendre en interministériel et vous imaginez que j'aurai à cœur de travailler avec Valérie Létard sur ce sujet. De la même manière, l'alimentation est un sujet transversal parce que on entend trop souvent parler de prix bas. Je comprends évidemment la logique de prix bas. Mais moi, j'insiste sur la qualité pour la santé de chacun. On a le droit d'avoir des aliments de qualité pour notre santé, qui que nous soyons. Et ça, c'est le sujet que nous devons porter avec les distributeurs. En d'autres termes, j'en ai marre d'entendre. Ici, vous êtes garantis sur des prix bas. Je pense qu'on doit entendre, vous avez la garantie d'avoir des produits de qualité et des prix bas, parce que ces deux éléments sont indissociables, conférés notamment encore les études rendues publiques la semaine dernière sur le taux de sucre de produits de marques de distributeurs. Eh bien, très concrètement, sur ce sujet, je dois travailler avec la ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, pour qu'on puisse effectivement aller, j'oserais dire, de la fourchette à l'assiette, c'est-à-dire les agriculteurs, les industriels, les distributeurs. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et enfin, je voudrais, pour ne pas abuser de votre patience, conclure mon propos pour vous dire que derrière tous ces sujets, comme je l'ai dit à votre bureau il y a quelques minutes, je souhaite les aborder avec un fil rouge complet parce que je ne vous ai par exemple pas parlé de prévention, je ne vous ai pas parlé de handicap, qui sont des sujets qui nous concernent tous, de la naissance à la mort. Et donc, ce que je souhaite faire, c'est mettre en place un projet autour du virage démographique et qui nous permette de toucher tous les sujets du quotidien de nos concitoyens de façon à ce que nous ayons la capacité à porter un projet national comme le fut le plan de cohésion sociale il y a 20 ans porté par Jean-Louis Borloo. Eh bien là, je vous propose de porter finalement le virage démographique de la France, de la naissance avec la natalité, les gardes d'enfants, l'infertilité, les sujets de prévention, de santé, d'organisation de la santé, le sujet du travail, le sujet du vieillissement à domicile comme dans les EHPAD, le handicap, l'alimentation, le logement de la naissance à la mort, parce qu'à ce moment-là, nous adaptons la France à l'évolution de sa population et nous répondons à ce que nous disait déjà le président Chirac. La force d'une nation, c'est sa cohésion. Son moteur, c'est l'égalité des chances. C'est le sens de mon engagement auprès de vous. Merci à chacune et chacun d'entre vous.